Bien, bonjour à tous. Nous ouvrons la deuxième séance de ce cours consacré à la cour et aux courtisans. La semaine dernière, nous avions introduit le propos, nous avions essayé de cerner en quelque sorte l'objet historique sur lequel nous travaillons. Nous avions montré qu'il s'agit d'un objet d'étude quelque peu délaissé, parfois écrasé par la figure du pharaon qui est en quelque sorte centrale dans l'historiographie égyptologique et qui occulte parfois la dimension du fonctionnement de la cour, alors que, certains auteurs l'ont bien souligné, ce fonctionnement du pouvoir pharaonique est forcément un fonctionnement collectif ou à tout le moins oligarchique. Et puis, nous avions commencé à faire un petit aperçu des sources, en commençant par les périodes de formation et l'Ancien Empire. Alors, nous allons terminer cet aperçu rapide, très sélectif des sources, et puis nous intéresserons ensuite plus en détail au fonctionnement de la cour. Alors, après l'Ancien Empire s'ouvre une période qu'on appelle conventionnellement période intermédiaire. Donc, la première période intermédiaire, il y en a 3 dans l'histoire égyptienne. Donc, cette désignation, qui vaut ce qu'elle vaut, désigne les phases de désintégration de l'unité du pays. Et donc, à la fin de la 6e dynastie, le pouvoir menfite va perdre le contrôle de l'ensemble du pays. Il va y avoir une fragmentation de l'Égypte en différents royaumes, avec une prolongation de la cour, néanmoins, dans ce qu'on appelle le royaume héracléopolitain, autour d'Héracléopolis, une perpétuation de cette structure curiale, mais qui ne s'applique qu'au nord du pays, puis des luttes importantes qui vont se développer entre la partie sud du pays, le royaume thébain, et la partie nord, ce qui va amener au final la victoire de Thèbes, et donc l'avènement du Moyen Empire, donc là, avec la 11e dynastie qui s'impose, et donc qui va inaugurer le Moyen Empire. Alors, pendant cette première période intermédiaire, on va voir apparaître en Haute-Égypte un nouveau modèle sociologique, en quelque sorte, incarné par des chefs, des nomarques ayant pris une certaine indépendance, dont la rhétorique autobiographique va trancher nettement avec celle des courtisans, notamment les courtisans de l'Ancien Empire. Alors cette tombe d'Ortiphie, qui est l'un de ses principaux chefs de Haute-Égypte, donc autour de la 9e, 10e dynastie, est très connue. Le texte est souvent cité parce qu'il montre à la fois une recherche littéraire tout à fait impressionnante dans ce jeu sur les termes et sur les formules pourtant ressassées des autobiographies égyptiennes, mais aussi parce qu'il se détache d'un lien avec une autorité royale, qui était évidemment la règle à l'Ancien Empire. On sent que le personnage veut maintenant s'affirmer par lui-même comme une référence propre, sa personnalité étant, comme il le dit, « je suis des hommes le premier et l'ultime », donc étant sans limite d'une certaine façon. Et ce personnage va s'affranchir des consignes d'autocontrôle, en quelque sorte, mais va plutôt se distinguer comme un primus inter pares qui intervient comme le héros sauveur au moment où l'ensemble de ceux qui participent au pouvoir se taisent. Je lis le texte.
Je suis des hommes le premier et l'ultime qui trouve le mot-clé quand le besoin s'en ressent, étant à la tête du pays grâce à ses décisions avisées, aux paroles décisives qui rassemblent son courage le jour de la coalition des trois Nomes. C'est que je suis le brave qui n'a pas de pareil, qui parle librement quand les gens restent silencieux le jour où est répandue la crainte, quand la Haute-Égypte est réduite au silence. Courage militaire hein, qui caractérise ce personnage et en quelque sorte dépassement de cette limitation de la parole qui s'exerçait auparavant auprès du roi, hein, où finalement seule la faveur royale ou l'avis du roi pouvait trancher une résolution. Ici, le personnage s'affirme par sa propre personnalité et va se référer préférentiellement à la divinité locale comme référence absolue. Alors on pourrait évidemment développer cet exemple à l'envi, puisque c'est un texte particulièrement intéressant. Je le cite uniquement pour vous montrer en quelque sorte l'évolution possible aussi à l'intérieur même de la civilisation égyptienne, du modèle politique et les alternatives qui existaient finalement à une société centrée sur la cour et sur la toute-puissance d'une parole royale. Alors, cette période, elle est passionnante, puisque, évidemment, avec l'affaiblissement de l'autorité royale, on sent aussi une perte de pouvoir des discours officiels, toutes ces inscriptions hiéroglyphiques qui étaient sur les tombes des hauts personnages de l'État étaient en quelque sorte garanties par le pouvoir pharaonique qui leur avait concédé évidemment de pouvoir installer leur tombe à proximité de la pyramide royale. Et en quelque sorte, ils n'avaient pas besoin de développer une rhétorique particulière, en tout cas pas aussi fleurie que celle d'Ortifie, pour convaincre les passants ou les prêtres actifs dans la nécropole de la véracité de leurs propos. Elle était en quelque sorte fondée sur l'autorité royale. À la première période intermédiaire, on a un contexte tout à fait différent, où effectivement, puisque le roi ne fonde plus par son autorité la possibilité qu'ont les hauts personnages de parler, de s'exprimer, que le roi ne garantit plus en quelque sorte la validité de leurs paroles, ils doivent en quelque sorte convaincre les lecteurs, ceux qui vont déchiffrer leur inscription, que celle-ci n'est pas ce qu'Ortifie appelle des fonctions de nécropole. C'est une expression qui commence à apparaître dans les inscriptions autobiographiques à cette époque. Des fonctions de nécropole, ce sont des fonctions purement fictives qu'on crée dans son autobiographie pour gonfler en quelque sorte son portrait et sa personnalité. Et donc il y a une sorte de défiance qu'on peut percevoir à cette époque, défiance envers les inscriptions portées sur les tombes, et donc l'avènement d'un nouveau modèle de communication aussi entre ceux qui doivent convaincre les passants qu'ils méritent la postérité, et puis donc cette population qui finalement n'a plus de confiance dans ces paroles formulaires qui étaient auparavant ceux de l'autorité royale. Alors quand on passe à la période suivante, au Moyen Empire, on va arriver à un moment clé puisque justement on se retrouve dans une époque de transition où après un effondrement, en tout cas partiel, de la société de cour, ce modèle
va se trouver promu à nouveau comme modèle de gouvernement de l'Égypte sous la houlette de la dynastie thébaine, qui va donc s'imposer sur l'ensemble du pays. Donc la réunification date du règne de Montuhotep II, de la 11e dynastie. Il y a différentes étapes de l'avènement de cette dynastie, depuis Antef Ier, le premier pharaon à proprement parler, jusqu'à cette réunification donc sous Montuhotep II. Les souverains, qui sont au départ uniquement des roitelets, vont étoffer progressivement leur protocole royal, vont ancrer leur pouvoir sur une théocratie nouvelle, centrée sur des dieux locaux comme Montu et Amon. Et ça va être la naissance, évidemment, des grands domaines religieux que sont, par exemple, donc, le domaine de Karnak, qui va être au cœur d'une nouvelle donc, théocratie. Alors, ces souverains vont installer leur tombe sur la rive ouest de Thèbes et vont inaugurer en quelque sorte une nouvelle tradition qui sera abandonnée un peu plus tard, donc à la fin de la 11e dynastie, pour retrouver finalement les environs du centre du pays, enfin de la capitale Menfit, avec l'installation de la résidence à Ichtaoui, à Licht. Mais cette tradition inaugurée par les pharaons de la 11e dynastie, on la retrouvera ensuite au Nouvel Empire, puisque c'est à Thèbes-Ouest que ces pharaons installeront leur tombe et leur temple funéraire avec le prestige que l'on connaît. En tout cas, la réunification de l'Égypte sous Montuhotep II va ouvrir la possibilité au royaume du Sud d'accéder à la culture et au savoir-faire menfite. Alors, il n'est qu'à regarder certains monuments de la période post-réunification pour voir à quel point, après l'art un peu approximatif de la première période intermédiaire, on retrouve les canons de l'art menfite, cette culture septentrionale qui maintenant est accessible donc au pouvoir thébain. Alors l'un des monuments les plus caractéristiques, c'est cette stèle d'Antef, fils de la dame Tchefi, d'origine très probablement thébaine, et qui est conservée actuellement au Metropolitan Museum of Art. Elle appartient à un membre bien placé de la cour de la 11e dynastie thébaine, qui était par ailleurs directeur de la forteresse d'Hérakléopolis, et donc nécessairement en contact avec l'univers de l'ancienne cour héracléopolitaine qui régnait sur cette région avant la conquête thébaine. Cette stèle, elle porte le cartouche de Montuhotep II, mais certains commentateurs, comme Dorothy Arnold, y voient une réalisation un peu plus tardive sous Montuhotep III. Il s'agit d'un document tout à fait exceptionnel, autant par la qualité du texte inscrit que des représentations. Alors le texte, je n'en donne qu'un extrait, nous y reviendrons plus tard. Ce personnage retrouve en quelque sorte le formulaire qui était celui des courtisans de l'Ancien Empire, mais en utilisant des expressions beaucoup plus précises sur la manière dont il gère son attitude à la cour récemment réinstallée en quelque sorte autour du pharaon thébain. Il dit « Je suis le préféré de son maître, exempt de mal, qui place une parole à sa juste place, qui connaît la rhétorique, aux sentences choisies, qui voit loin, qui prévoit le futur, qui respecte son rang dans le palais royal. » Donc à la fois la promotion de qualités individuelles, décisives en quelque sorte, qui était l'apanage des grands nomarques de la première période intermédiaire. On utilise en quelque sorte les apports
les nouveautés de l'autobiographie de la première période intermédiaire, mais on les réintègre dans un discours qui est conforme finalement à l'étiquette du courtisan, puisque à plusieurs reprises, donc, le personnage souligne son respect justement de cette étiquette du protocole royal, la manière dont il contrôle aussi de manière extrêmement précise ce qui sort et qui rentre du palais. Il joue, comme il le dit, le rôle de sas, de porte de contrôle entre le pharaon et le reste de la population. Donc on a dans ce texte le portrait d'un courtisan abouti, qui est en quelque sorte le modèle du nouvel homme de cour façon début du Moyen Empire. Alors Henry Fisher, qui a publié ce monument dans deux articles de 1959 et 1960, a aussi bien montré que l'iconographie de ce monument trahissait en quelque sorte le retour de la qualité et des modèles Menfite. Il a par exemple commenté une des petites scènes que l'on voit représentées devant le couple assis devant une table d'offrande, montrant un bouvier émacié. On retrouve ce thème des bédouins émaciés que l'on avait vu dans les temples funéraires de l'Ancien Empire, qui est suivi par un boucher qui est, lui, bien en chair, donc, voilà, portant un couteau. Et évidemment, il y a une recherche de contraste entre ces deux personnages. Et Fisher montre qu'il s'agit là d'un emprunt à un motif qui est déjà bien attesté à la première période intermédiaire dans des stèles-chapelles Menfites. Et on le voit dans l'exemple présenté ici sur la paroi d'une niche d'offrande qui appartient à Inpuemat, qui est conservée à New York, qui provient donc de Saqqara, où on voit la même structure de la scène avec le bouvier, l'animal et le boucher qui suit, portant aussi un bol qui va servir a priori à recueillir le sang de la victime. Alors Fisher conclut qu'en l'état actuel des connaissances, il est probable que l'artiste de la stèle thébaine a emprunté le bouvier maigre et l'assistant du boucher à un répertoire iconographique développé à Saqqara. Et donc, le scénario qui se dessine, c'est un transfert culturel depuis le nord au moment où se fait la réunification du pays. Et on va constater, évidemment, dans tout l'art de ce début de la 11e dynastie réunifiée, un saut qualitatif exceptionnel. Il suffit de voir, évidemment, les reliefs datant de Mentuhotep II, Mentuhotep III, pour constater cette qualité nouvelle par rapport aux productions antérieures. Alors, un autre document qui peut conforter cette démonstration d'un transfert culturel du nord vers le sud, c'est une stèle qui appartient à Tefnart. Le monument n'est malheureusement pas très clair, il est fortement abîmé. C'est une stèle conservée au Caire sous le numéro de registre temporaire 36251. La provenance pourrait être Abydos. Et donc son propriétaire, Tefnart, est un chef des sculpteurs ainsi que chef d'autres corps de métiers artisanaux. Alors, le texte est malheureusement fragmentaire. On nous dit
Donc son véritable serviteur, c'est-à-dire le serviteur du roi, son favori, exécutant chaque jour tout ce qu'il, c'est-à-dire le roi loue, le trésorier en Tefnart, disant « J'ai passé de nombreuses années dans la maison de Réti, et cette maison du roi, tous ses départements sous mon contrôle ont été rendus florissants. Et ainsi, toute la maison du roi a été rendue florissante, et toute la maison du roi fournissait les dieux dans les sanctuaires de Haute-Égypte en tant que responsable des sculpteurs. » Alors le texte est difficile, il a suscité de nombreux commentaires, parfois contradictoires. Pour certains commentateurs, Tefnart aurait commencé sa carrière de chef des sculpteurs dans la maison de Réti. Réti, c'est un nom d'un pharaon héracléopolitain, donc la maison de Réti désigne la cour héracléopolitaine. Donc il aurait été au service de cette cour héracléopolitaine avant la réunification, puis il serait passé au service des pharaons thébains. Et donc il aurait pu être un acteur de ce passage, finalement, de ce transfert culturel entre le nord et le sud, d'autant plus que, vous le voyez dans le texte, il a été impliqué de manière très étroite dans la gestion de la maison du roi, du Père Nessout, du palais royal, désignation probablement globale pour renvoyer à tout ce qui a trait au bâtiment, mais aussi au domaine de la cour du roi. Alors pour d'autres commentateurs, c'est une solution qui est difficile à accepter, puisque pour eux, Tefnart n'aurait jamais pu évoquer son activité antérieure pour les Héracléopolitains une fois passé sous bannière thébaine. Il aurait donc évoqué ici plutôt une mission effectuée à Héracléopolis après la prise de contrôle de la ville par le roi thébain. Bon, alors évidemment, c'est le problème de ces analyses historiques basées sur un document unique avec des problèmes philologiques et des états de conservation délicats, c'est que nous ne pouvons jamais aller beaucoup plus loin dans la certitude que l'on peut acquérir, et donc le doute reste évidemment légitime quant à l'interprétation de ces textes. Nous n'avons aussi une absence totale d'indicateurs chronologiques très clairs pour caler en quelque sorte la carrière de ces personnages précisément dans les règnes concernés. Bon, en tout cas, puisque ce personnage a été chef des sculpteurs, il est tout à fait légitime de penser qu'il a participé en quelque sorte au passage en quelque sorte de l'art de la sculpture accompli qui était dans la maîtrise de la cour Menfite et du nord du pays vers le pouvoir thébain. Alors les indices de ce transfert culturel sont nombreux, je n'ai pas le temps de les détailler ici. On pourrait parler évidemment aussi des textes funéraires qui étaient auparavant surtout utilisés dans le contexte Menfite et pour certains d'entre eux vont se retrouver utilisés désormais aussi dans le contexte thébain. Je pense à certains textes des pyramides. Cette renaissance de l'art de la cour, en tout cas, est évident dès que l'on détaille les productions thébaines de cette époque. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, cette renaissance de la société de cour au début du Moyen Empire s'accompagne aussi de transformations fondamentales. J'évoquais à la fin du cours de la semaine dernière la question du décorum. Il était impensable à l'Ancien Empire qu'un particulier puisse représenter le roi dans son tombeau. Et vous ne trouverez aucune représentation du pharaon dans les mastabas privés. Eh bien, au début du Moyen Empire,
le premier exemple d'attrait de Mentuhotep II, on va avoir des représentations du roi associé aux courtisans dans sa tombe. Alors l'exemple le plus ancien que l'on connaisse vient de la tombe de Réti, un trésorier de Mentuhotep II à Der el-Bahari, c'est propriétaire de la TT 311, donc à proximité du temple funéraire que s'est fait aménager Mentuhotep II à Der el-Bahari. On trouve là une série de tombes des hauts personnages du royaume et des fragments ramassés par la mission du Metropolitan Museum de New York permettent de restituer avec un certain degré de certitude, donc à partir du visage du roi qui est caractéristique du profil de Mentuhotep II, de sa massue qui prend ici une apparence végétale, eh bien, ce portrait en pied de Mentuhotep II qui donc se trouvait face à la représentation de Réti dans les niches qui flanquaient le passage d'entrée, donc juste derrière la porte principale. Alors, parmi les transformations aussi notables, on va le voir tout de suite, c'est aussi l'apparition d'un nouveau discours, une certaine libération du discours qui est apparu à la première période intermédiaire, va se trouver injecté en quelque sorte dans les productions du Moyen Empire, tout en se glissant dans les contraintes de la société de cour. On avait à l'Ancien Empire très peu d'évocation des capacités de discours des personnages. En tout cas, le vocabulaire qui était employé était relativement limité. On va avoir, à partir de la première période intermédiaire et surtout au Moyen Empire, un développement très important de la caractérisation du beau discours sous toutes ses formes dans les autobiographies notamment, ce qui correspond évidemment aussi à une recherche en quelque sorte théorique et anthropologique qui se développe dans la littérature sapientiale, on l'avait vu la semaine dernière, sur ce que c'est qu'un beau discours, un bon discours, et donc la recherche d'une caractérisation précise de cette éloquence qui trouve une place nouvelle dans la société du Moyen Empire. On va arriver donc avec la fin de la XIe dynastie et surtout le début de la XIIe dynastie, celle des Sésostris, celle des Amenémates, à l'avènement d'un âge que l'on va définir comme classique. Les pharaons de la XIIe dynastie, qui se sont installés à nouveau au nord du pays, je l'évoquais tout à l'heure, reprennent la tradition de la construction d'une pyramide pour leur tombeau, par exemple, mais aussi vont s'inspirer très fortement des modèles Menfite et vont rechercher à conforter finalement le système de la cour royale qui était le modèle existant à l'Ancien Empire. Alors chez les courtisans, il va y avoir aussi une recherche du classicisme, d'un modèle en quelque sorte épuré, qui est aussi la recherche de l'idéal de l'Ancien Empire, et en tout cas d'un modèle d'expression qui renvoie à cette qualité de dignitaire serf, qui était déjà omniprésente dans les textes de l'Ancien Empire, et qui s'affirme à nouveau au Moyen Empire. Alors l'exemple très célèbre sur la recherche du classicisme dans l'expression, c'est ce passage de la stèle de Montuuser, une magnifique stèle conservée actuellement à New York, au nom d'un personnage qui a vécu sous le pharaon Sésostris Ier.
Et ce personnage nous dit dans un des passages « J'étais quelqu'un qui parlait à la manière des dignitaires Sérous sans dire des pas ». Alors on retrouve le modèle des Sérous, hein, de ces hommes de l'élite, ces hommes de cour. Donc le personnage revendique ce modèle de comportement dans son autobiographie. Et puis il y a cette expression un peu énigmatique sans dire des pas où. Qu'est-ce que c'est le pas? Le pas, en fait, c'est l'article que l'on place devant les noms communs égyptiens. Mais dans la langue classique, la langue du moyen égyptien, on n'utilisait jamais cet article. Cet article va apparaître de manière courante dans la langue évoluée, enfin, dans le sens technique du terme, du Nouvel Empire. Et si vous lisez un texte en néo-égyptien, vous apercevez que finalement on a une présentation beaucoup plus analytique du langage, avec devant les noms communs l'apparition d'un article, hein, donc le, la ou les, alors que dans la langue classique, on n'utilisait jamais cet article. Donc on a ici un petit aperçu très limité, mais quand même significatif, du fait que les courtisans contrôlaient la manière dont ils s'exprimaient, qu'ils essayaient de ne pas adopter une langue qui évoluait vers une sorte d'égyptien qu'ils pouvaient considérer comme vulgaire, courant, mais essayer de conserver le côté classique de la langue en se débarrassant de tics de langage qui pouvaient apparaître comme des évolutions populaires. Alors c'est un petit indice de cette recherche donc de distinction par le langage des courtisans de la XIIe dynastie. Alors à l'époque des Sésostris et des Amenémates, on voit se développer également une littérature qui sera la littérature considérée comme classique dans les époques postérieures, celle des grandes œuvres littéraires. On pense évidemment aux enseignements que j'évoquais tout à l'heure, l'enseignement pour Taotep, ces textes qui seront recopiés dans les écoles pendant des générations et des générations. Je pense au conte de Sinoué, que j'évoquerai tout à l'heure. Bon, les égyptologues ont beaucoup commenté sur l'importance de la littérature à l'époque classique et également sur son rôle politique. Vous connaissez peut-être cet ouvrage classique de Georges Posner, Littérature et politique à la XIIe dynastie, donc qui a placé l'interprétation de ces séries de grandes œuvres littéraires sous l'optique d'une volonté politique des pharaons d'orienter en quelque sorte l'image de leur pouvoir en fonction à l'aide de ces productions littéraires. Évidemment, on est revenu sur ces analyses en les nuançant quelque peu. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a eu à cette période une impulsion nouvelle donnée à la production littéraire dans le cadre de la société de cour. Alors ces textes, je n'en donnerai qu'un exemple qui illustre très clairement la vie de cour en Égypte ancienne. C'est l'exemple des contes du papyrus Vescar. Ce papyrus, conservé à Berlin, date de la deuxième période intermédiaire ou du début de la XVIIIe dynastie, mais porte une composition qui date certainement de la fin du Moyen Empire, donc possiblement de la XIIIe dynastie, et qui peut être
recopié d'un original antérieur. Alors évidemment, on est, dès qu'on aborde les textes littéraires, confronté au problème de la date de composition réelle des œuvres. C'est le cas pour un certain nombre d'enseignements aussi. Je pense à l'enseignement pour Méry-Carré, qui est situé à la première période intermédiaire, mais que plusieurs auteurs ont voulu redater à une date bien postérieure. On est amené à être très prudent quand on envisage ces textes littéraires comme des documents pouvant illustrer une période historique, puisque nous n'en avons souvent que des copies plus tardives et qu'il est difficile de les caler chronologiquement. En tout cas, on peut légitimement penser que cette production, cette histoire du papyrus Oueskar s'inscrit dans le développement de la littérature du Moyen Empire. Le récit cadre met en scène la cour à l'Ancien Empire. On y voit donc le pharaon Khéops se faisant divertir par des récits mis dans la bouche des fils royaux, Redjedef, Képhren, Rebahouef, Orjedef, chacun faisant intervenir un magicien. Alors le récit de Rebahouef évoque un épisode qui aurait eu lieu du temps du père de Khéops, donc Snéfrou. Vous avez le texte ici. Alors Rebahouef se leva pour parler et dit « Je veux faire entendre à ta majesté un prodige qui est survenu à l'époque de ton père Snéfrou », dont l'auteur fut le prêtre ritualiste en chef Djadja-Emor, ce qui veut dire crâne en vie. On y a vu une certaine volonté satirique dans le conte. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Alors là, cette phrase, elle résonne évidemment aussi tout de suite comme un écho à ce qu'on a pu trouver dans les inscriptions du temple funéraire de Saouré, quand Saouré fait venir ses courtisans pour leur montrer les prouesses qu'il a réalisées, et en évoquant le fait que cela n'avait jamais été réalisé auparavant. Donc la majesté du roi Snéfrou parcourait toutes les pièces de la maison du roi pour se chercher un divertissement, mais il ne pouvait le trouver. Alors il dit « Allez, amenez-moi le prêtre ritualiste en chef et scribe des livres Djadja-Emor », et il lui fut amené sur le champ. Sa majesté lui dit « J'ai fait le tour de toutes les pièces de la maison du roi pour me chercher un divertissement, mais je ne peux en trouver. » Djadja-Emor lui répondit « Que ta majesté se rende au lac de la grande maison et se fasse équiper une barque avec toutes les jolies femmes de l'intérieur de son pays. L'esprit de ta majesté se divertira à les voir ramer dans un sens, puis dans l'autre, tandis que tu contempleras les beaux fourrés de ton lac, admirant sa belle campagne et ses belles rives, ton esprit s'en divertira. » Comme dans la prophétie de Néferti qu'on avait évoquée la semaine dernière, on voit ici un pharaon Snéfrou en proie à l'ennui, errant à travers les pièces de son palais en quête de quelques distractions. Et donc l'organisation d'un spectacle nautique pour divertir le pharaon va être l'occasion pour Djadja-Emor de s'illustrer. Ensuite, quand l'une des rameuses perdra un bijou dans l'eau, et donc Djadja-Emor, tel Moïse, ouvrira les eaux en deux et on pourra récupérer le bijou. Du point de vue de l'étude de la cour qui nous intéresse ici, deux constats peuvent être faits à partir de ce qui apparaît au premier abord comme une littérature de divertissement. D'abord, la référence qui est faite à la cour de l'Ancien Empire, celle des pharaons Khéops et Snéfrou, et comme on l'avait déjà évoqué, on voit que la cour se projette toujours dans une sorte de théâtre qui est fait de références du passé et qu'elle rejoue rituellement. Ensuite, ce qui apparaît comme une mise en scène de divertissement est certainement bien plus que cela. Il revient à Philippe Derchin, dans un article célèbre qui s'appelle « Snéfrou et les rameuses », d'avoir souligné que l'ensemble de l'épisode avait un arrière-plan mythologique et qu'il s'agissait en fait de rejouer ici une scénette s'inspirant de la navigation de la déesse Hathor, scénette dans laquelle le pharaon ne jouait pas moins que le rôle
du dieu Ré. Derchin s'appuie notamment sur une autre pièce de divertissement, un chant de harpiste qui est présent dans la tombe du vizir de Sésostris Ier, le vizir Antéphocaire, propriétaire de la TT-60. Ce harpiste prononce un chant qui évoque la déesse Hathor à travers son surnom de l'Adorée et évoque sa navigation dans la barque des millions, qui est une désignation de la barque solaire. Alors pour Derchin, cela change considérablement la portée du conte et celle de l'intervention d'un ritualiste en chef qui est par ailleurs scribe du livre. Ce que le roi et lui ont réalisé sur le lac du Palais, c'est en réalité la navigation du soleil. Un savant versé dans les mythes est alors bien nécessaire, mais on comprend aussi beaucoup mieux l'empressement du souverain que cette promenade réussira enfin à désennuyer, trop humain malgré sa divinité pour ne pas trouver seulement son plaisir à jouer le rôle d'un dieu. Donc on peut souscrire à cette analyse de Philippe Derchin qui voit dans ce rite de cour donc un arrière-plan mythologico-rituel, d'autant que cette mythologie, cet arrière-plan rituel également, sont constamment convoqués dans les textes littéraires égyptiens. Et on pense à ce fameux roman de Sidoué, qui est l'une des œuvres classiques, emblématiques en quelque sorte du Moyen Empire, qui raconte l'histoire d'un membre de la cour du pharaon qui, au moment de la transition difficile entre Amenemhat Ier, qui est assassiné, et son successeur Sésostris Ier, est pris de panique et s'exile loin de l'Égypte et de la cour pour passer donc un long temps à l'étranger et à la fin de l'histoire va se retrouver réintégré à la cour du pharaon. Et on a donc à la fin du conte une cérémonie de réintégration de Sinoué à la cour qui passe par tout un cérémonial. On fit entrer les princes et Sa Majesté dit à la reine « Vois, Sinoué est revenu changé en Ahamou sous l'apparence d'un Asiatique, de sorte qu'elle poussa un très grand cri. » Sinoué, finalement, a perdu son apparence d'homme de cour, a perdu son apparence, son positionnement en tant que dignitaire serf. Il doit, en quelque sorte, se réacclimater à l'ambiance de la cour. Et les enfants royaux ont peine à le reconnaître. Et c'est ensuite qu'ils vont procéder à une cérémonie en agitant leur collier ménate et leur sistre pour apaiser le pharaon de sorte qu'il puisse accepter le retour de Sinoué. Et ils disent « Tends tes mains vers ces belles choses, roi immuable, ces parures de la maîtresse du ciel. Qu'Hathor l'adorée donne la vie à ta narine, que la maîtresse des étoiles t'étreigne, que la couronne de Haute-Égypte descende le courant et celle de Basse-Égypte le remonte, en sorte d'être réunies à la voix de ta majesté. Que Wadjet soit placé à ton front, délivre donc les pauvres du mal, que Ré, seigneur du double pays, te soit favorable, louange à toi ainsi qu'à la maîtresse universelle. Détends ton arc, détourne ton trait, donne le souffle à celui qui suffoque. Accorde-nous cette bonne sentence pour ce cher fils de mérite, étranger mis au monde en Égypte. Ce n'est que par peur de toi qu'il a pris la fuite, ce n'est que par crainte de toi qu'il a fui le pays. Mais le visage de celui qui a contemplé le tien jamais ne pâlira, et l'œil qui t'a contemplé jamais ne te craindra. Donc Philippe Derchin a donné dans la revue d'Égyptologie une analyse complète de ce passage où il montre également que la cérémonie de cour se place sous les auspices, en quelque sorte, d'un univers mythologique dans lequel le pharaon joue un rôle central
et donc que ce rituel accompli par la cour qui se trouve autour de lui est d'un rituel à la fois de cour, mais un rituel aussi de temple, dans lequel on réintègre un étranger à l'univers égyptien. Alors on a dans le roman de Sinoué une œuvre qui est emblématique de la société de cour. Alors c'est une œuvre littéraire qui forcément crée un certain décentrement, le héros devant justement quitter la cour pour mieux la réintégrer ensuite. Mais si on s'inspire, comme on l'a fait précédemment, des théories et des écrits de Norbert Elias, on pense à ce qu'Elias dit à propos de la tragédie classique, donc dans la société de cour de Louis XIV. Cette tragédie est légèrement aussi postérieure, cette tragédie qui est en quelque sorte un drame de l'étiquette. Pour lui, dans la tragédie classique, eh bien, les héros se donnent à voir en hommes de cour, et ces héros, ce sont des courtisans comme le prince aimerait aller voir. Et en quelque sorte, il reprend cette expression un auteur allemand qui disait que la tragédie classique était en quelque sorte un drame de l'étiquette, un drame de la vie de cour. Alors on peut peut-être reprendre aussi cette comparaison avec le roman de Sinoué, puisqu'on a un héros qui est d'abord intégré à la cour, qui possède toutes les qualités de l'homme de cour, mais qui à un moment perd cette faculté de contrôler son cœur se détache de lui, il panique, il fuit à l'étranger et va devoir ensuite retrouver le chemin de la cour et être réintégré à l'univers du roi par une série de rituels. On a en quelque sorte une réflexion dans ce texte, mais aussi dans beaucoup d'autres textes littéraires égyptiens de l'époque, sur le positionnement d'un personnage vis-à-vis de la cour et comment la gestion psychologique du héros amène est au cœur, en quelque sorte, de son positionnement vis-à-vis de la cour et des courtisans. Alors avec ces différentes sources que j'ai évoquées, sources épigraphiques, sources littéraires, sources administratives, etc., j'ai essayé de vous donner un aperçu, certes hétéroclite, mais j'espère représentatif, des différentes sources qu'on peut mobiliser dès qu'on veut parler de la cour au IIIe millénaire, au début du IIe millénaire avant Jésus-Christ. Vous avez vu le caractère multiforme de ces sources, mais vous avez vu également que dès qu'on essaie de les décoder à l'aide d'outils méthodologiques adaptés et à l'aide de comparaisons avec d'autres sociétés de cour, on arrive à faire parler cette documentation au-delà du caractère purement phraséologique qu'elle possède souvent, et surtout au-delà de son caractère très allusif. Alors j'entame maintenant ce qui constitue le cœur de ce second cours, c'est-à-dire le fonctionnement même de la cour. Alors peut-être est-il temps quand même de définir ce que c'est que la cour, puisque nous avons utilisé cette notion sans véritablement en définir les contours. En fait, le mot cour, c'est un mot qui englobe une série d'acceptions différentes, enchâssées les unes dans les autres.
dans une perspective d'étude des cours européennes modernes, Alois Winterling a résumé ces acceptions de la manière suivante. D'abord, il y a un point de vue matériel et local. La cour, c'est le lieu de séjour, la résidence d'un souverain, et on dit être à la cour. D'un point de vue social, c'est la suite d'un souverain, les personnes qui sont présentes dans son entourage, on est un membre de la cour. En termes temporels, alors je ne comprends pas tout à fait aussi clairement ce qu'il entend par temporel, mais en tout cas, il nous dit que la cour renvoie aussi à un mode de vie distingué dans l'entourage d'un souverain, faire la cour. Du point de vue de la communication, c'est un comportement particulier dans l'entourage d'un souverain, des expressions comme faire la cour à quelqu'un, et des termes dérivés comme cordialitas, Oversight, Höflichkeit, courtoisie. Et enfin, il y a une acception politique du mot cour. Au Moyen-Âge, il désigne avant tout la réunion des grands d'un royaume autour du souverain pour délibérer et rendre la justice. Et depuis le début de l'époque moderne, le terme cour désigne l'aspect institutionnel de la cour, l'organisation des offices de la cour, dont la tâche comprend, outre l'approvisionnement du seigneur de la cour, la régie et l'administration de son domaine. Enfin, la cour peut même prendre le sens de gouvernement, État. On parle d'un envoyé de la cour de France, par exemple. Et Winterling conclut en disant que sur la base de cette terminologie, la cour peut être définie comme la maison élargie d'un monarque. Le terme de maison désigne une unité matérielle, sociale, économique et seigneuriale dans le sens de la maison entière d'Otto Brunner. Alors, on n'est pas dépaysé dans le domaine égyptien avec cet emploi du mot maison. On avait évoqué la maison de Réti tout à l'heure, puisque cette notion de maison d'un souverain est aussi probablement ce qui est à l'origine du concept postérieur de dynastie. Alors c'est une suite d'analyses complexes du mot cour. Pour ce qui nous intéresse, on va essayer de se limiter à une définition un peu plus compacte de la cour. Je reprends ici des analyses de Rolf Strootman, qui s'était intéressé à la cour hellénistique, qui reprend lui-même des travaux d'Adamson sur la cour d'Ancien Régime, avec trois caractéristiques qui définissent la cour. Donc l'entourage du roi, la présence royale constitue le point focal de ce cercle relationnel, et c'est évidemment ce qui vient en premier, puisque la cour n'est pas définie premièrement par un espace, mais par une relation entre un centre, un personnage distingué, au milieu d'un groupe qui se définit par rapport à lui. La deuxième caractéristique, c'est un milieu dans lequel s'exercent des échanges politiques, économiques, culturels entre le souverain et les hommes et les femmes qui l'entourent. En tout cas, donc l'espace, un milieu en quelque sorte qui peut aussi fonctionner en dehors même de la présence immédiate du souverain, donc qui peut rayonner au-delà même des limites du cercle restreint. Et enfin, c'est quand même une dimension fondamentale, la cour, c'est un espace dans lequel se déroulent les interactions entre le roi et son entourage, mais cet espace peut être bien sûr le palais royal, mais ça peut être aussi tout espace structuré par la présence du roi et de ses courtisans, et c'est en quelque sorte l'étiquette, l'organisation générale de la cour qui codifie le positionnement de chacun dans cet espace. On connaît évidemment, même en Égypte, des cours itinérantes. Alors si l'on essaie maintenant de définir la cour par des termes égyptiens, on est finalement
dans une voie qui va peut-être être une impasse. On a certes un terme chénite, chéniou, qui paraît le mot le plus proche de la définition de la cour, hein, telle qu'on l'entend. Chéni, chéniou, c'est l'entourage du pharaon. Mais souvent, quand le pharaon convoque sa cour, on emploie des termes beaucoup plus génériques, comme sémérou, que l'on a déjà rencontré, les amis uniques, ou les sérous, hein, les dignitaires, que l'on a évoqués. On parle aussi des membres de la famille royale. Donc une série de catégories génériques qui définissent le monde de la cour de manière assez indistincte. Dans le rouleau de cuir de Berlin, donc une composition qui retrace, selon le type du roman royal de la Königste Welle, donc une construction de Sésostris Ier à Héliopolis, le pharaon va s'adresser à sa suite les courtisans sémérous du palais et les nobles sérous de la place privée. Donc ce sont en fait les courtisans qui ont accès direct au pharaon. Et dans un second temps, ensuite, il convoquera les membres de l'administration individualisés par leur titre pour mettre en œuvre la décision. On a donc une existence réelle de cet entourage royal, hein, qui est le premier interlocuteur du pharaon, mais la désignation cour, même si elle existe, est quand même souvent laissée de côté. C'est surtout en analysant la composition de la cour que l'on peut préciser son organisation en quelque sorte et sa structure. On a en fait trois catégories de membres qui composent la cour: la famille royale, une élite composée d'individus soit privilégiés par leur naissance et par leur rang, leur garantissant la proximité avec le roi, soit bénéficiant de la faveur royale. Et puis, dans cette deuxième catégorie, c'est ce que j'appellerais les courtisans à proprement parler. Et puis, troisième catégorie, le personnel qui est au service direct du pharaon et de ses proches. Alors on va s'intéresser à ces différentes catégories de membres de la cour. Commençons par la famille royale. Alors, dans les textes égyptiens, la position des membres de la famille royale est toujours définie explicitement par rapport au roi. Pas de titre indépendant type reine, prince, mais on a des épouses du roi, des mères du roi, des fils ou filles de roi. On peut avoir la définition globale enfants royaux qui intervient aussi souvent dans le contexte de la cour. Alors, à noter qu'il n'y a pas de père du roi. Michel Beau, dans son étude fondamentale qu'on évoquera souvent, donc sur famille royale et pouvoir, explique cette absence parce que le père du roi est un roi, ce qui est théorique, et que c'est en quelque sorte un autre égo incompatible avec la mention du roi régnant. Alors c'est évidemment un mode d'explication, mais il y a peut-être une autre possibilité d'expliquer cette absence du père du roi à l'Ancien Empire, et plus tard aussi, c'est celui c'est le mythe de la naissance divine du pharaon, qui substitue au père du roi un dieu dynastique. En effet, le roi va être d'ascendance directement divine, et donc il est
il serait étrange qu'un humain tienne le rôle de père du roi. Alors on connaît bien ce cycle de la naissance divine, illustré par les scènes donc célèbres du temple d'Hatchepsout à Der el-Bahari, qui nous montre donc l'union entre la reine mère et le dieu Amon, qui prend l'apparence ici de Thutmosis Ier. Les scènes ensuite vont détailler, après cette théogamie, la mise au monde du futur pharaon, sa présentation, ainsi que donc, il est accompagné de son double vital, le Ka. Donc la naissance de Pharaon, dans ces scènes de théogamie, elle est mise en scène en mettant en avant le fait que c'est le dieu Amon en personne, se substituant au père biologique, qui vient visiter la future mère du roi. On va retrouver ce même cycle dans des reliefs non moins célèbres, ceux du temple de Luxor, de l'époque d'Amenhotep III. L'action du dieu Khnum, qui façonne le roi et son Ka sur son tour, y est bien illustrée également. Donc ce mythe place la conception du pharaon comme étant d'un autre ordre, totalement d'un autre registre que celui d'une naissance commune. On a longtemps pensé que ce cycle de la naissance divine, qui va se perpétuer après le Nouvel Empire dans les Mamisis, donc ces temples de la naissance, et qui ornent donc ces édifices dédiés à la naissance du dieu enfant, à Dendera, Edfu, et dans de nombreux autres temples. Donc on a longtemps pensé que ce cycle de la naissance divine trouvait son origine sous Hatshepsut, qu'il aurait répondu à une motivation idéologique propre à cette période. Mais de nouveaux éléments fondamentaux sont apparus dans les 2 dernières décennies et sont venus totalement modifier la perspective. C'est d'abord les fouilles du Metropolitan Museum de New York, à Dahchour, sur la chaussée de la pyramide de Sésostris III, qui ont permis de déterminer que cette chaussée avait un programme décoratif extrêmement élaboré dans la partie centrale en calcaire donc de la chaussée, avec, pour la plupart des scènes, des parallèles dans les temples funéraires de l'Ancien Empire, donc procession de divinités, de nomes et de domaines, les saisons de l'année égyptienne, la conception divine, la naissance, l'adolescence du pharaon, les représentations de lieux situés en dehors de l'Égypte, les bédouins affamés, qu'on a déjà vus plusieurs fois, transport des matériaux de construction vers le complexe de la pyramide, des scènes impliquant des navires, des scènes de bataille, etc. La continuité donc entre les programmes décoratifs des complexes funéraires du Moyen Empire et ceux de l'Ancien Empire sont évidents. Et parmi les blocs retrouvés, on a des fragments de ce qu'Adela Oppenheim a pu identifier comme des fragments du cycle de la naissance divine. Notamment, sur un des blocs, on a un discours du dieu Ré qui fait mention de naissance. Et puis, on a sur un autre bloc la présence d'un motif très caractéristique qui est en fait un personnage tenant un disque lunaire qui est identifiable à l'Anubis tenant ce même disque dans les scènes de la théogamie de Luxor, Der el-Bahari, et de Luxor également. La scène voisine correspond donc à celle montrant le dieu Thoth, accompagné du dieu Amon, à Der el-Bahari, en train de présenter
l'enfant royal et son cas. Alors, grâce à ces parallèles, même fragmentaires, datant du Moyen Empire, l'origine du cycle de la naissance divine se voit remonter de plusieurs siècles. Donc, le cycle devait déjà avoir été élaboré au Moyen Empire. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un relief de l'Ancien Empire, cette fois-ci, découvert par Fakhri dans les années 1940-1950, a été interprété récemment par Mohamed Megahed et Anna Vimazalova, et ils ont pu y voir une scène de circoncision qui rappelle très fortement ce même type de scène dans le cycle de la naissance divine, puisque, en l'occurrence, ici, il y a 2 enfants circoncis, en l'occurrence, donc, probablement le roi et son cas. Cette scène n'est pas présente dans les décors d'Hatshepsut ou d'Amenhotep III, mais l'est dans des versions plus tardives du cycle de la naissance divine, et notamment cette scène du temple A, du complexe de Mout à Karnak, qui date de la 25e dynastie. Et donc, les chercheurs ont pu reconstituer la scène initiale de la pyramide donc, de Djedkaré, avec la scène de circoncision en présence de la déesse Séchat. Il apparaît donc maintenant évident que le cycle de la naissance divine est bien antérieur dans sa conception au Nouvel Empire et au règne d'Hatshepsut, et qu'il faut maintenant concevoir une étonnante continuité, même s'il y a eu quelques évolutions, depuis l'Ancien Empire jusqu'à l'époque romaine pour ce mythe de la théogamie. Et c'est aussi un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a, vous le voyez, 27 attestations dans le tableau qui a été compilé par un ensemble tout récemment dans le colloque consacré au Mamizi, 27 attestations du cycle de la naissance divine entre l'Ancien Empire et l'époque romaine, le IIe siècle après Jésus-Christ. L'idée majeure qui s'en dégage, c'est que ce que nous connaissons sur les rituels apparus dans les temples tardivement n'est souvent que le reflet de traditions bien antérieures, et que seule la disparition des sources provoque cette illusion que de nouveaux rituels se développent à ces époques tardives. On est ainsi amené à prendre au sérieux les affirmations des textes égyptiens du Nouvel Empire et ultérieurement, selon lesquels ils ont suivi scrupuleusement des modèles remontant aux premières dynasties. En tout cas, pour ce qui concerne donc l'origine divine du pharaon, elle semble bien établie à la 5e dynastie. Certains auteurs, comme Alexandra von Lieven, la feraient remonter peut-être à la 4e dynastie, ou donc à un moment où déjà les pharaons, certains d'entre eux, se targuent d'être issus de Ré. Alors, on notera aussi que, selon l'hypothèse émise par Adela Oppenheim, il est possible que les scènes d'allaitement du pharaon par une divinité, comme celle que vous voyez ici, issue du complexe de la pyramide de Saouré, ces scènes d'allaitement soient en fait des équivalents résumés de ce mythe de la naissance divine du pharaon. L'image du pharaon allaité valant pour l'ensemble du cycle montrant sa naissance divine.
Alors tout cela pour souligner l'importance du statut du pharaon au sein de la famille royale, son caractère exceptionnel. Pour expliquer aussi l'absence de mention de père du roi. Évidemment, le père du roi, quand il est pharaon, pourra être l'objet aussi d'un culte, un culte des ancêtres, qui se développera notamment au Moyen Empire. Mais en tout cas, il n'est pas intégré à proprement parler aux membres de la cour. Ce caractère donc exceptionnel du pharaon amène l'idée toute naturelle que faire partie de la famille royale constitue en soi-même une distinction, et donc les désignations de parenté vont constituer en elles-mêmes des distinctions de cour. Ce qui fait qu'elles vont pouvoir aussi parfois être attribuées indépendamment de tout lien biologique. Bettina Schmitz, dans son étude sur le titre de fils du roi, a proposé que le statut de fils royal ait pu être accordé ensuite de manière honorifique à un dignitaire pour souligner son statut de premier ordre à la cour. Ce phénomène, selon elle, s'accentuerait à la fin de la IVe dynastie. Donc à partir du règne de Mykérinos, les titulaires non royaux des charges de vizir, de directeur des travaux du roi ou de chef des expéditions, charges qui étaient auparavant réservées aux fils royaux de naissance, donc se voient attribuer le titre de fils royal de manière honorifique. Alors effectivement, c'est une théorie très séduisante et qui, dans certains cas, se justifie, mais en réexaminant les exemples donnés à l'appui de cette thèse, il faut quand même être prudent, puisqu'on est amené à constater que beaucoup d'exemples de fils royaux réputés honorifiques pourraient néanmoins revendiquer une parenté biologique. Prenons l'exemple de Emyounous, dont Hermann Juncker a découvert en 1912 la superbe statue dans le serdab du mastaba numéroté G4000. Ces statues est conservée actuellement à Hildesheim. Emyounous a été identifié au fils de Nefermahat, lui-même fils du pharaon Snéfrou, dont le mastaba a été découvert à Meidum. Donc c'est la fameuse tombe d'où viennent les oies de Meidum. Emyounous, fils de Nefermahat et petit-fils de Snéfrou, serait donc un neveu ou un cousin de Khéops. Et son statut de chef des travaux du roi lui a valu d'être présenté comme l'architecte de la Grande Pyramide. Alors, les inscriptions relatives à ce personnage nous donnent l'étendue de ses titres. Il est vizir, chancelier du roi, titulaire de nombreuses prêtrises, dont grand prêtre de Thoth. Il est chef des scribes, chef de tous les travaux du roi. Il porte des titres de cour, ami, sémer, ami unique, et un titre de fils royal, fils du roi, auquel est ajoutée l'expression enretef, littéralement, de son corps. Alors Bettina Schmitz s'interroge sur cette statut de fils royal d'Emyounous, puisque pour elle, techniquement, étant fils de Nefermahat, il ne peut être fils de roi. Alors, comme l'avait déjà signalé Michel Beau, il faut plutôt prendre en compte le fait que les termes fils, frère renvoient à des liens qui peuvent dépasser largement la famille nucléaire. C'est ce qu'avait démontré aussi Detlef Franke dans son étude sur les termes de parenté en Égypte. Le mot fils peut vouloir dire petit-fils, arrière-petit-fils. Le mot sen, frère, peut renvoyer à un cousin. Et donc, il n'y a pas forcément d'obstacle à considérer le titre de fils royal, même renforcé par l'ajout de charnel, comme pouvant s'appliquer à un petit-fils de roi.
D'autres exemples avancés par Bettina Schmidt, donc d'attributions qui seraient honorifiques du titre de fils royal à des personnages n'étant pas littéralement fils de roi, peuvent être aussi rediscutés. Donc c'est un dossier extrêmement complexe et c'est aussi une difficulté que l'on rencontre en permanence dans l'analyse des titres, c'est que la généalogie exacte de nombreux personnages est tout à fait incomplète et que beaucoup de données sur leur filiation maternelle et paternelle peuvent nous manquer. Il n'en reste pas moins que si le titre de fils royal est recherché, même par des descendants plus éloignés, et aussi sous réserve d'exemples indiscutables peut être attribué à des individus non royaux, c'est que le lien familial avec un pharaon reste une garantie de considération élevée à la cour. Alors évidemment, le titre de mère royale jouit aussi également d'un prestige particulier, et avec tout ce que nous avons dit sur le cycle de la naissance divine, on comprend que les mères du roi aient joué un rôle si considérable à l'Ancien Empire. Parenté et pouvoir sont donc indissociablement liés, même si la parenté royale doit être considérée, et c'est la conclusion aussi de Michel Beau, comme un système ouvert. On voit aussi l'influence de la parenté dans l'évolution des titres de cour, qui ne sont pas des titres a priori connectés au système de parenté. Par exemple, le titre d'ami unique, sur lequel on va revenir tout de suite, va être renforcé à partir du début de la 5e dynastie par l'épithète l'ami unique d'amour, ni Mérout. Et comme le dit également Michel Beau, cela revient à placer fictivement le fonctionnaire dans la parenté royale en créant un lien intime entre un personnage qui exerce a priori une fonction indépendante de la famille royale et le roi. Alors, à côté de la famille royale, on a une élite d'hommes qui sont a priori indépendants de la parenté royale et qui vont être organisés selon un certain nombre de titres définissant une hiérarchie. Alors évidemment, c'est un dossier extrêmement complexe que je vais à peine esquisser dans les quelques considérations qui suivent, parce que ça nous emmènerait beaucoup trop loin. On peut s'appuyer dans ce domaine sur les travaux fondateurs de plusieurs égyptologues, Klaus Baer, donc avec son ouvrage Rank and Titles in the Old Kingdom. Klaus Baer avait postulé que les titres des personnages de cour, tels qu'ils apparaissent dans leur titulature, sur leurs monuments funéraires, étaient classés dans un ordre hiérarchique. Et donc il a recensé des centaines de séquences de titres pour en déduire une hiérarchie des titres et leur évolution en fonction des dynasties de l'Ancien Empire. Il y a eu ensuite les travaux de Nigel Strudwick sur l'administration des 5e et 6e dynasties, les travaux de Michel Beau, qui a complété le travail statistique entrepris par ces deux auteurs, et qui insiste évidemment aussi de manière très logique sur la difficulté présentée par les sources disponibles qui restent forcément sélectives. Alors pour vous donner une illustration des recherches qui ont été menées, vous avez ici donc un tableau présenté par Nigel Strudwick donc dans son ouvrage sur l'administration de l'Égypte à l'Ancien Empire, où il a défini la fréquence d'apparition des titres
et à essayer de les organiser hiérarchiquement, ce que Michel Beau, avec quelques corrections, a transcrit sous forme d'une pyramide des principaux titres de rang à la cour. Alors on a un titre Iripat, qui est le titre le plus prestigieux, donc possédé par un nombre plus limité de personnes. On traduit souvent par prince ou membre de la noblesse. Ensuite, on a Atiya, comte. Ce sont évidemment des traductions conventionnelles. Semerwati, ami unique. Et Rernesut, ensuite connu du roi. Alors, chaque titre mériterait un développement particulier. Je vous renvoie par exemple sur le titre Rernesut et tous les débats qu'il a pu susciter entre les tenants d'une origine en quelque sorte familiale de ce titre et ceux qui l'ont analysé différemment. Je vous renvoie donc à la thèse de Michel Beau sur famille royale et pouvoir. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est le fait qu'il existe de manière claire une hiérarchie de titres qui sont des titres attachés spécifiquement à la cour, qui ne renvoient à aucune fonction administrative en dehors du système de la cour, et qu'il y ait évidemment une recherche effrénée des membres de la cour pour parvenir à ces titres les plus élevés. L'ascension sociale est évidemment possible, elle est décrite dans de nombreux textes égyptiens. J'en donne ici un seul exemple, l'autobiographie de Chetty Kayap, provenant d'Armim. Donc c'est une architrave qui est en deux morceaux, l'un est conservé au Louvre, l'autre à Chicago. Et le personnage nous dit qu'il était un jeune homme qui a noué le bandeau, donc cette sorte de rite de passage pour entrer dans l'adolescence. Donc sous la majesté de Pépi, comme j'étais administrateur territorial ZAB, je fus nommé chambellan royal, je fus nommé ami et superviseur des prêtres, tout ami qui était dans cette ville se trouvant sous mon autorité. Je fus nommé ami unique sous la majesté de Pépi, je fus nommé ami unique et autorisé à pénétrer dans la maison du roi. Cela n'avait pas été fait comme faveur pour quiconque. Des faveurs furent faites ensuite par la résidence très grandement sous la majesté de Mérenré. Je fus nommé stoliste de mine. Alors, dans ce texte, on comprend comment le personnage gravit les échelons de la hiérarchie de cour en passant d'une fonction d'administrateur territorial à porteur d'une fonction en lien avec la gestion de la cour, chambellan, et ce qui lui permet ensuite d'acquérir des titres de cour, le titre d'ami, Semer, puis d'ami unique, Semerwati, et il accède ensuite à l'intimité du roi, en tout cas, il entre dans les limites du palais royal. Alors on peut noter que le personnage reçoit ici des faveurs qui sont liées à la résidence sans que le pharaon soit ici nommé directement comme celui qui a attribué les faveurs. Donc peut-être que le personnage n'a pas accédé directement au cercle restreint des courtisans côtoyant le roi. Alors, dans d'autres textes, on voit que c'est le pharaon lui-même qui va accorder ses faveurs et qui est en quelque sorte le promoteur des personnages qui l'entourent à la cour. C'est dans l'inscription de Hési à Saqqara, qui date du début de la 6e dynastie. Donc ce personnage a sa tombe à Saqqara, dans la partie nord de la nécropole de la pyramide de Téti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible que ce personnage ait été impliqué dans des conspirations au début de cette 6e dynastie, puisque dans son mastaba, son image a été effacée, que le texte a été ensuite réutilisé au nom d'un certain Sechem Nefer, donc Naguib Kanawati, qui a travaillé sur
les conspirations de la 6e dynastie voient dans ce Hési l'un des acteurs des complots qui ont pu être faits contre le pharaon, complots qui ont amené ensuite à sa déchéance. En tout cas, dans l'inscription qu'il présente dans sa thèse, dans sa tombe, pardon, ce personnage décrit son ascension sociale. C'est Téti, mon seigneur, qui m'a placé comme fonctionnaire Adjmer, qui m'a placé comme chambellan royal. Sa Majesté l'a fait pour moi, car Sa Majesté connaissait mon nom en jugeant un scribe sur ses capacités. Il n'y avait pas d'avocat qui m'avait mentionné ayant parlé de son désir d'obtenir une faveur. Donc, le personnage dit qu'il doit sa nomination, sa faveur, la faveur que lui a donnée le roi, uniquement à ses mérites. Ensuite, il dit « J'ai assumé la fonction de scribe de Sa Majesté devant les scribes, j'ai joué le rôle de dignitaire serf de Sa Majesté devant les dignitaires sérous. » On retrouve ici le mot sérou, les dignitaires sérous, et on retrouve aussi cette dualité que l'on avait déjà repérée dans des textes du Nouvel Empire entre, d'une part, les activités de scribe, les activités productives de documents, et puis ce comportement de dignitaire serf, donc d'homme de cour. Les deux niveaux d'activité sont mis en quelque sorte en symétrie. Et puis donc le texte va décrire les privilèges que reçoit Hési. Il a le statut d'un chambellan royal, bien que je ne sois qu'un fonctionnaire de justice Adjmer. Et donc c'est une faveur exceptionnelle qui lui est accordée. Sa Majesté avait l'habitude de me consulter à la manière dont il le faisait parmi les dignitaires sérous, bien que je ne sois qu'un inspecteur judiciaire des scribes, car Sa Majesté savait que mon nom était plus distingué que celui de n'importe quel serviteur. Donc on a ici l'illustration du principe dynamique de la faveur royale, puisque le personnage, au départ de basse extraction, avec des titres très bas dans la hiérarchie, parvient à accéder au cœur même du fonctionnement de la cour, et donc se trouve distingué par la volonté unique du pharaon. Donc, à côté de la hiérarchie statique et très protocolaire qui organise la cour selon les rangs, on a un principe dynamique qui est le principe de la faveur royale qui peut bouleverser cette hiérarchie, et les personnages qui soulignent l'obtention de la faveur royale justifient en quelque sorte l'inadéquation de leur titre, en tout cas parfois au début de leur carrière, avec leur statut, en mettant en avant ce rôle de la faveur royale. Alors, la troisième catégorie de personnel, c'est le personnel qui est au service direct du pharaon et de ses proches, ou préposé au fonctionnement de la cour. Alors, c'est une catégorie importante du fonctionnement de la cour, puisqu'elle comprend tous ceux qui sont proches du roi, à son service, et donc qui vont être préposés à son habillement, à sa coiffure, à l'entretien de son corps, à la médecine, à la dentisterie, à la magie prophylactique, mais aussi, de manière générale, à la gestion du palais. Or, d'une part, ces personnages peuvent tirer profit de leur proximité du monarque pour élever leur statut et acquérir une véritable influence sur le roi, principe de la faveur royale que l'on a évoqué tout à l'heure.
Et d'autre part, ces fonctions de proximité pouvaient également être attribuées à des personnages qui s'étaient particulièrement distingués et bénéficiaient ainsi de la faveur du roi. Donc, ils pouvaient rentrer dans le premier cercle intime du pharaon, qui impliquait évidemment la confiance que devait leur donner le monarque. Et donc, on avait une possibilité de promotion sociale par l'obtention de ces fonctions directement à proximité du roi. Alors, parmi ces fonctions, il y a celui, évidemment, de directeur du palais, qui est particulièrement importante, on l'a déjà évoqué. Elle a fait l'objet de plusieurs études, de Miroslav Barta, de Michel Beau. Ces directeurs du palais, ce sont des véritables maîtres de cérémonie qui sont associés au lever à la toilette du souverain, aux repas royaux, aux vêtements et aux régalia, c'est-à-dire les attributs royaux, les couronnes, etc. Et donc, à côté de leur titre de directeur du palais, ils vont posséder aussi un certain nombre de fonctions liées directement à ces responsabilités et à l'entretien du corps royal, alors qui peut s'élargir à la coiffure, à la barbe, à la manucure, l'onction, l'habillage, tous ces aspects, les distractions évidemment aussi du pharaon, on l'a vu tout à l'heure, chant, danse, musique, chasse, et son alimentation avec l'organisation des repas, les types d'aliments, les types d'unités de production. Et forcément, ce statut de directeur du palais, responsable également de l'organisation de la cour et du protocole, confère à son titulaire une responsabilité très importante, mais aussi un statut exceptionnel, puisqu'on l'avait vu avec Rerouef, sous Amenhotep III la semaine dernière. Ce responsable du protocole, c'est celui aussi qui donne les instructions aux courtisans, donc aux plus hauts dignitaires du royaume. Et s'il s'agit de donner des instructions à ces hauts dignitaires, il faut pouvoir en avoir aussi la stature et en quelque sorte jouer d'égal à égal avec eux. Alors ce titre de directeur du palais connaît une évolution notable à l'Ancien Empire. Il a été porté à la 4e dynastie par des membres de la famille royale de très haut statut. Donc c'est une époque où la parenté royale joue un rôle très important dans le fonctionnement de la cour. Et ensuite, à la 5e dynastie, le titre va être conféré à des personnes de bien moindre extraction qui connaissent ainsi une promotion à la cour, indépendante donc de leur lien avec la famille royale. Et le titre va ensuite s'éclipser à la 6e dynastie de manière assez notable. On va le retrouver ensuite dans le fonctionnement de la cour tout au long de l'histoire égyptienne. Il restera quand même une catégorisation stable des préposés au fonctionnement de la cour jusqu'à l'époque tardive. Pour l'Ancien Empire, il apparaît que ces personnages très proches du roi sont aussi ceux qui reçoivent des cadeaux royaux, comme l'évoquent les textes autobiographiques. Par exemple, le Nior Sermet, le médecin du roi, reçoit un sarcophage, Réour ou Ré, selon la manière dont on choisit d'écrire le nom, et reçoit aussi la possibilité d'avoir une inscription royale dans sa tombe. Et comme l'a noté donc Julie Stoder-Porcher, le cadeau royal est fait à des dignitaires de l'entourage royal immédiat, éminents ou plus modestes. Les récipiendaires des cadeaux sont tous dans la proximité immédiate du roi. Ce n'est pas la dignité elle-même, mais la proximité avec le roi, voire avec le corps de celui-ci, qui détermine le récipiendaire. Donc on a là aussi
face à un aspect fondamental du fonctionnement de la cour, c'est qu'à côté de la hiérarchie des titres de cour les plus élevés, c'est aussi le facteur de proximité avec le roi et donc d'appartenance au cercle très restreint de ceux qui organisent la vie du roi, sa santé et les rites dans lesquels il est impliqué. Donc c'est cette proximité qui va déterminer le statut très important de certains personnages. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine puisqu'on a évoqué le palais, art, en se demandant ce que recouvre cette notion de palais-art à l'Ancien et au Moyen Empire. Je vous remercie.